Ça, c'est l'étoile que j'aurais dû porter puisque je venais d'avoir 6 ans. C'est à partir de l'âge de 6 ans qu'on devait la porter. Pour avoir cette étoile, il fallait payer un point textile de notre carte d'alimentation. On rentre à la maison avec ma sœur et je dis à mon père, demain on va porter une étoile. Ou alors là, mon père, tout de suite ils ont organisé quelque chose. À partir de là, on s'est réfugié à l'usine de Caisse-en-Bois. Mireille Sprong, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez vous pour nous raconter votre histoire. Vous avez été enfant caché lorsque vous aviez 4 ans et demi, donc ça fait très longtemps. Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là? Je me souviens surtout de l'Exode, beaucoup de l'Exode, parce que je vois encore les avions qui passent et les fils électriques qui tombent. On voulait aller de Paris dans la Creuse, où étaient les patronnes de maman. Et ce qu'il fallait surtout, c'est traverser la Loire. Pour traverser la Loire, il y a des ponts. Et les Alliés étaient là et ils jetaient des bombes sur les ponts pour que les Allemands n'avancent pas plus. On a été bombardés, justement. Maman, elle avait mis, sa mère et ma tante, ils avaient mis un matelas dans le coffre. Et on s'est mis sous le matelas et on a attendu. Puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et il y avait les fils qui traînaient par terre. Et on se demandait, je crois qu'il y avait des morts, mais maman disait, regarde pas. On est passé à Sully-sur-Loire. Et ça me reste, et je raconte toujours, je repense à mes petits-enfants, mes arrières, qui ont vu ça à Sderot. Un choc terrible, oui. Sderot, oui. Le 7 octobre. Oui. Pourquoi? On a vaguement entendu ce qui se passait à Sderot. J'ai 4 petits-enfants à Sderot avec leurs conjoints et les arrières. Donc, sur le moment, ils nous envoient une photo comme quoi ils sont dans le mamad. Et tout le monde rigole. Je dis, ça va. Bon. Mais en fait, ça n'allait pas. Ils se sont cachés, mais eux, ils étaient un peu plus loin que l'artère principale. Donc, et puis après, ça m'a fait un choc. J'ai dit, ils voient ce que j'ai vu. Vous avez eu la chance de survivre grâce à différents concours de circonstances et surtout grâce au patron de votre maman. Oui, il nous a sauvés parce qu'on était dans le sud. Chez les patrons de maman, dans la Creuse. C'est magnifique, courir après les poules, c'était extraordinaire à l'âge de 4 ans. Donc on est rentré, après, la vie a repris après l'Exode. On est parti vers juillet et puis on est rentré en septembre. Et l'usine a ouvert, enfin. Et mon père, donc, n'avait pas de travail. Donc il est resté à la maison. Et comme chez nous, l'appartement était en face de l'école primaire, donc il suffisait de traverser la rue, comme dit quelqu'un d'autre, pour aller à l'école. Voilà. Donc, on est resté là et un matin, justement, la maîtresse me dit « Ah Mireille, demain, tu vas porter une étoile. » Je dis « Tiens, comme d'habitude, j'ai toujours, toutes les semaines, j'ai une médaille, ça fait une de plus. » Parce que vous étiez excellente élève. Oui, on peut dire. Ça, c'est l'étoile que j'aurais dû porter puisque je venais d'avoir 6 ans. Quand ils ont dit qu'il fallait la porter. C'est à partir de l'âge de 6 ans qu'on devait la porter. Je n'ai pas mise, non. Et pour avoir cette étoile, il fallait payer un point textile de notre carte d'alimentation. Il y avait les points pour la viande, il y avait les points pour le textile, il y avait pour les chaussures. On rentre à la maison avec ma sœur et je dis à mon père, demain on va porter une étoile. Ou alors là, mon père tout de suite, ils ont organisé quelque chose. À partir de là, on s'est réfugié à l'usine de Caisse-en-Bois. Il y avait une pièce qui était grande comme cette pièce-là, au premier étage. Et là, il y avait une cuisine, il y avait de l'eau. En face de l'usine, il y avait un commissariat de police. Et ce commissariat de police, il a beaucoup aidé aussi, toutes les personnes du commissariat. C'est une usine de fabrication de Caisse-en-Bois. Quand on prépare une caisse, il y a des morceaux de bois qui tombent, il y a de la sciure. Quand il y a la guerre, je sais pas pourquoi, il fait toujours très froid. Qu'est-ce qui se passait? Les policiers, ils venaient chercher des bouts de bois pour leur salamandre, parce qu'ils n'avaient rien pour se chauffer, il faisait très froid. Donc, il y avait certains liens comme ça. Et même ces policiers, ils ont souvent fait les courses pour mes parents. Ils sont allés au marché, ils ont ramené sous leur cape des légumes et tout ça, ils ont apporté à l'usine. Mes parents, ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Pour acheter de la nourriture, il fallait avoir des bons, des tickets spéciaux.
même pour acheter, par exemple, des chaussures, des vêtements, etc., et des clous. Parce que dans l'usine, puisqu'ils fabriquaient des caisses en bois, il fallait des clous. Alors, mais il y avait une usine pas loin, à 150 km en Normandie, et je sais pas, ils n'avaient pas reçu leur bon matière, enfin ils étaient en contact. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Elle dit, moi j'ai des bons matières, pour acheter des clous, je vous envoie les clous. La poste marchait très bien à ce moment-là. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous envoyaient du beurre, des pommes, enfin, même des dindes, etc. De la nourriture, quoi. Ça vous a aidé à survivre? Oui, ça nous a aussi aidé. Il fallait qu'on trouve une école. Donc le patron de ma mère est allé, il passait par Saint-Mand-des-Tourelles du 18e, et il habitait Saint-Maur. Donc il passait par Saint-Mand-des-Tourelles, il a vu Institut Lefavret, il est rentré. Il a demandé si c'était une école de filles, une école catho, mais pas catho, catho normal, quoi. Pas une école de sœurs? Non, voilà. Il a demandé si elle pouvait nous prendre. En tant que juif? Il a dit la vérité? Ah, oui, oui, il l'a dit. Donc ils nous ont pris tout de suite. Et on était toutes les deux, donc ma sœur et moi. Et au début, évidemment, j'ai pleuré. Mais non, mais on était très bien accueillis. Tout de suite, ça a marché aussi parce qu'on était mignonnes. Donc ça compte aussi dans la vie. Et puis on était donc dans cette école. On était bien, on a passé des classes au fur et à mesure. Vous êtes resté longtemps là-bas? Après la guerre, on aurait pu aller dans une école à côté de la maison, mais on était très bien dans cette école. Donc, c'est une école privée, bien sûr, mais c'était bien. Alors, on faisait la prière le matin. Bon, c'est la même chose. Mais quand j'ai appris après la prière, c'est la même chose, quoi. À la maison, vous avez grandi dans une atmosphère religieuse? Non, non. Pas du tout? Non. Non, on savait qu'on était juifs, puisque, en plus, mes grands-parents, évidemment, ma grand-mère pour la viande cachère. Mon grand-père était aussi un peu... Mashgar cache-côte, c'est-à-dire, on disait, si monsieur Sklover a mis son tampon, tu peux manger. On peut les voir? Vous avez la photo? C'est eux. Donc c'est eux? C'est eux. Votre grand-père et votre grand-mère? Voilà. Ils sont beaux en plus. Ils sont très beaux. Ils étaient où pendant la guerre, eux? Alors, grand-mère, on lui a dit qu'il ne fallait pas rester à la maison. Mais comme elle habitait avec mon grand-père et sa petite fille, qui était orpheline, qui avait perdu sa mère en couche, mais mon grand-père, il a dit, écoute, tu peux venir à l'usine, donc justement dans cette fameuse pièce réservée par le patron de l'usine, tu peux venir, on prendra une casserole neuve, on mettra des œufs et des pommes de terre, tu peux manger. Grand-mère n'a pas voulu, donc elle est restée jusqu'en 1944, mais avec ma maman et ma sœur, on allait la voir tous les samedis après-midi, elle avait préparé des petits gâteaux et tout. Le 30 juin 1944, ils sont venus, ils ont pris ma grand-mère et ma cousine. Donc à la fin de la guerre, ils ont été déportés et ils ne sont pas revenus. Et Auschwitz, on ne connaissait pas. On savait qu'ils partaient, mais on ne savait pas où ils partaient à ce moment-là. Maintenant, on parle, on connaît tout. Mais on ne savait pas, ils partaient. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà, d'autres personnes de ma famille avaient été prises, étaient parties, mais n'étaient pas revenues. Le premier, ça a été mon jeune cousin de 20 ans qui était soldat. Et là, j'ai vu sur son certificat de décès qu'il est quand même resté de juin à août, en vie, à Auschwitz. Je pense que les parents, ils se doutaient que c'était mauvais. Et c'est pour ça qu'il fallait surtout ne pas habiter dans son appartement, parce qu'ils connaissent tout. Ils connaissaient notre identité. C'était ça le danger, il fallait absolument quitter l'appartement où on était recensé. Si possible, si possible. C'est pour ça que vous êtes tous partis à l'usine? Oui, c'est ça. Mais nous, pendant ce temps-là, donc on était à l'école et on revenait tous les samedis. Alors, il y avait aussi la police qui a dit, il y avait quelquefois des rafles dans les métros. Et la police a dit, écoutez, Madame Schemann, Madame Régine, enfin bref, on l'appelait comme ça, aujourd'hui, vous ne sortez pas. S'il y avait quelque chose, les policiers prévenaient. Et il est arrivé une fois où ils ont été prévenus qu'il y aurait une rafle à La Chapelle. Donc l'usine était dans le 18e. À La Chapelle, c'est le quartier de La Chapelle. Et à la radio, on entendait, vous savez, il y avait des chansons qui prévenaient les gens avec, comme des codes. La Chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous. Alors les gens savaient qu'il y aurait quelque chose. Mais on ne savait pas s'ils allaient prendre des juifs. Alors maman est allée chez des personnes qu'elle connaissait, des juifs, et puis elle leur a dit, cette nuit vous descendez à la cave, vous ne bougez pas. Mais les gens ne voulaient pas. Elle a réussi à convaincre plusieurs personnes,
Il y en a une qui ne voulait pas, lui a donné une bonne claque. Ce qu'il y a, c'est que il y a plus de 20 ans, 25 ans, j'ai rencontré sa fille à la banque. On était dans le même quartier, la banque, le 18e. Et je lui ai dit, comment va ta mère? Elle m'a dit, elle va bien. Donc elle avait 95 ans, c'est que maman l'avait sauvée. Vous êtes resté en contact avec vos sauveurs? Oui, avec monsieur et madame Guibert. Donc c'est les premiers patrons de l'usine. On sortait ensemble le dimanche, on allait déjeuner. Et même une fois, il y avait les vacances de Pâques. Et on ne savait pas où aller, les parents travaillaient, donc que faire alors? C'est la femme du patron de maman qui nous a pris en vacances chez elle à Saint-Bon-des-Fossés. Oui, et puis on a continué à se voir, évidemment, jusqu'à ce que mes parents rachètent l'usine. Et c'est eux qui ont racheté l'usine, c'est beau, oui, comme histoire. Oui, c'est eux qui ont racheté. Incroyable. Oui. En parlant de l'usine, maman qui possédait 10% de l'usine, mais avant son mariage déjà. Et alors, il y a eu un décret, il y a eu énormément de décrets en octobre 40, où on a dit, les fonctionnaires, c'est interdit aux juifs, les médecins, c'est interdit aux juifs, être propriétaire, c'est interdit aux juifs. Donc la maman aussi, on lui a dit, ben, on va vous prendre vos 10%. Il faut que vous les vendiez à quelqu'un d'arien, quoi, de non-juif. Alors donc elle a vendu ses parts à son patron. Et là, ici, j'ai le document qui indique qu'elle doit vendre les parts qu'elle possède. Ils ont évalué la valeur de sa part. Et après la guerre, évidemment, il l'a vendu. Bah, il n'était pas obligé, il a été vraiment extraordinaire. Oui, il l'a vendu. Alors vous avez bien sûr continué votre vie, brillamment d'ailleurs. Oui, après le bac. Donc, on retourne à la pension pour dire à la directrice que j'ai eu le bac. Et donc, je dis, mais je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Elle me dit, oh, il y en a une là-bas, une qui était aussi à la pension. Elle a fait HEC, t'as qu'à aller, puis c'est tout. Voilà, donc on a téléphoné, ma mère a téléphoné. Il y avait une année de préparation à faire, on m'a prise. C'est quand même pas mal HEC à cette époque. Oui, justement, ça avait été fondé par une personne juive, d'accord, Madame Sanoa, qui disait il n'y a pas de raison que les jeunes filles qui ont le bac ou qui ont l'équivalent du bac n'aient pas aussi une grande école. Alors, elle a fondé cette école en 1916, et donc moi j'ai intégré en 1953-54. Après HEC, donc j'ai travaillé 2 ans dans une entreprise, rue de la Paix, c'était joli, qui faisait donc anglais-espagnol, secrétaire anglais-espagnol. Et puis au club dont je faisais partie, le Cercle du Frénois, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, avec le diplôme que tu as, tu peux être enseignante. Et comme lui, à ce moment-là, je ne vais pas raconter, il était, lui, professeur de maths, j'ai dit bon. Et puis je me suis inscrite, on m'a prise tout de suite. Il a fallu que je refasse 2 ans d'études, 2-3 fois par semaine. Et puis après, j'ai eu le diplôme, et puis j'ai enseigné. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on se rappelle de cette époque? Il faut toujours se séparer des méchants. N'allez que vers des personnes gentilles. Ça vous fait plaisir de nous avoir raconté votre histoire? Ah oui, ça me fait plaisir. Pourtant, à chaque fois, j'ai l'angoisse. Je revois les bombardements, je revois des choses. 8 jours avant, j'ai l'angoisse. Après, quand je raconte, alors ça va. Ben, on vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Une longue vie, Mireille, vraiment. Entourée de tous ceux qui vous aiment, de vos enfants, de vos petits-enfants. Merci. Et puis des arrières. Il y en a une qui a 1 mois seulement. Et il y en a un autre qui a 2 mois. Ça fait chaud au cœur, non? Oui, c'est formidable. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.